Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur maîtriser la chaîne du froid de la production à la livraison qu'on co-anime avec Octopus HACCP et notre partenaire Deliveroo. Donc, on est ravis de vous voir très nombreux sur cette formation aujourd'hui. Je vais sans plus attendre vous présenter les personnes qui vont animer avec nous. Donc on a la chance d'avoir Louis. Louis, je te laisse te présenter. Oui, merci beaucoup, Gwenaël. Louis, je suis account manager chez Deliveroo et en charge du développement de ce beau partenariat entre Octopus et nous. Et hâte d'assister à cette formation. Donc, moi, c'est Rebecca Dahan, Food Safety Manager sur les sites édition de Deliveroo, c'est-à-dire les cuisines partagées, de Deliveroo. Super, donc c'est notre experte qualité du jour. Donc moi, je suis Gwenaël Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et je vais vous guider dans cette formation. Et je suis accompagnée de François-Xavier. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est François-Xavier, je suis responsable des grands comptes chez Octopus HACCP. Super. Alors, comment ça va se passer pendant cette demi-heure? Vous allez avoir donc en bas une bulle de chat dans laquelle vous pouvez nous dire bonjour, mais vous pouvez aussi poser vos questions. On va vous proposer aussi tout au long de la formation des petits sondages pour savoir comment est-ce que vous vous en sortez sur tous ces relevés obligatoires de contrôle de la chaîne du froid. Et on vous invite évidemment à rester jusqu'à la fin puisqu'on aura des cadeaux à vous faire télécharger à la fin de cette formation. Allez, c'est parti. Alors, le programme aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qui est normes et réglementations en vigueur. Ensuite, on va partager avec vous les risques sanitaires liés à la rupture de la chaîne du froid, pourquoi c'est important de garantir cette chaîne du froid, les différentes étapes de la chaîne du froid, la réception des matières premières, le stockage, les transports des aliments, la manipulation et la distribution des aliments pour que vous soyez nickel pour passer un été au froid. Alors, on va commencer par l'importance du respect de la chaîne du froid. Pourquoi est-ce que c'est important de respecter la chaîne du froid ? Tout d'abord, parce que le respect des températures est obligatoire et il doit se faire en fait à toutes les étapes. Ça va de la fabrication, en passant par le stockage, mais aussi le transport et la distribution de vos denrées alimentaires. Et pourquoi c'est obligatoire de le respecter ? Parce que garantir la chaîne du froid permet de conserver les qualités des produits, à la fois hygiéniques, nutritionnels, mais aussi organoleptiques, et de les garder sains, de la production à la consommation. Respecter la chaîne du froid, c'est aussi limiter et stopper la prolifération des micro-organismes qui peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires. Et ça, c'est super important. Surtout l'été, les risques sont décuplés. Et enfin, le respect de la chaîne du froid vous permet de garantir les DLC qui sont sur vos produits. Si vous ne respectez pas la chaîne du froid d'un produit qui est emballé, par exemple du jambon, du fromage, des choses comme ça, vous ne pourrez pas le conserver aussi longtemps que ce qui est noté sur sa date. Donc, ça vous permet aussi de garantir le respect de ces DLC. Donc, il y a un côté, c'est important de le faire, mais il y a aussi un côté, c'est obligatoire de le faire. Alors là, je vous ai mis le package réglementaire très complexe de tout ce qui est lié à la réglementation sur la chaîne du froid. Vous avez la réglementation européenne relative à l'hygiène des denrées alimentaires, donc qui est cette réglementation sur laquelle se base la méthode HACCP. Vous avez aussi une norme NF V01005 relative aux températures de stockage des denrées périssables. Vous avez une norme ISO 22000 qui est liée au management de la sécurité des denrées alimentaires. Et vous avez surtout le guide des bonnes pratiques d'hygiène, qu'on appelle le GBPH, qui est un document que vous devez tous connaître, que vous ayez un restaurant, une boucherie, etc., sur lequel se base la réglementation HACCP pour vous faire garantir la chaîne du froid. Et enfin, on peut avoir dans des cas particuliers des arrêtés préfectoraux qui vont prendre des mesures spécifiques sur la garantie de la chaîne du froid. Mais voilà le package réglementaire qui nous oblige, restaurateurs ou professionnels des métiers de bouche, à garantir la chaîne du froid. Donc, ce n'est pas juste une obligation, parce que c'est important de le faire, c'est aussi une obligation réglementaire avec des textes et donc des contrôles, des amendes si ce n'est pas fait. Alors, quels sont les risques ? Le premier risque, ça va être, si on ne respecte pas la chaîne du froid, ça va être la multiplication des bactéries. Elles vont pouvoir provoquer des intoxications alimentaires. Par exemple, vous pouvez avoir une multiplication de la salmonelle ou de la bactérie E. coli ou des listeria, et ça, c'est très, très grave. Au-delà de la prolifération des bactéries, vous pouvez avoir une prolifération des moisissures.
Et ça provoque ça génère en fait des mycotoxines dangereuses pour la santé humaine. Alors, c'est facile quand on les voit, qu'on n'aura pas vu. Et donc, le non-respect de la chaîne du froid va faire que l'ingrédient sera plus consommable. Et ça, c'est très dangereux. Et enfin, pour tous ceux qui travaillent avec des produits très, très sensibles au froid, comme par exemple les thés organoleptiques, une glace qui fond, quand on dit quand c'est fondu, pas c'est foutu, ça peut toucher le goût, la texture, l'odeur, etc. Donc, au-delà de la réglementation, il y a aussi toutes ces raisons pour lesquelles c'est hyper important de garantir la chaîne du froid. Alors, c'est quoi les étapes de la chaîne du froid ? Si on prend notre petit poulet en production de matières premières, vous allez le recevoir, on va vous le livrer. Donc là, il va falloir garantir la chaîne du froid, on va voir ça ensemble comment on fait. Vous allez le stocker, vous allez le transformer, et éventuellement, si vous faites de la livraison, vous allez le livrer, et ensuite, votre client va le consommer. À chacune de ces étapes, vous êtes obligé de garantir la chaîne du froid, c'est super important. On va voir ensemble comment on ne dépasse jamais la température max et quelle est cette température. Alors, premier exemple, vous avez le contrôle à réception. Qu'est-ce qu'un contrôle à réception ? Le contrôle à réception, c'est contrôler la température du camion et d'un produit par catégorie, soit ce qui est BOF, donc beurre, œuf, fromage, la viande, le poisson. On vous conseille de prendre le produit le plus sensible. Ça, c'est une obligation du GBPH. Comment on fait pour contrôler ces produits ? On le fait d'abord avec un thermomètre laser. Ça permet d'avoir la température exacte du produit sans l'endommager. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de problème ? Eh bien, si la température du camion ou des produits n'est pas conforme, vous devez, c'est une obligation, refuser la marchandise. Attention, il y a des cas très particuliers. Quand on vous livre votre camion, tout est à 3 ou 4 degrés. Mais certains produits comme le poisson frais et les steaks hachés, c'est 2 degrés la température obligatoire. Et vous allez me dire, parfois, on se fait livrer la nuit. Et comment on fait ? Là, je vais passer la parole à Rebecca. Qu'est-ce que tu conseilles aux établissements qui se font livrer la nuit, justement ? Je ne recommande pas du tout de se faire livrer la nuit, étant donné que à partir du moment où on accepte la marchandise, on en devient totalement responsable. Si on n'est pas présent sur le site au moment de la livraison des produits, on perd la maîtrise à ce moment-là, et donc on peut pas contrôler la température. Donc, je vous conseille de négocier avec vos fournisseurs pour modifier les horaires de vos livraisons pour pouvoir être présent au moment de la livraison de vos matières premières, particulièrement pour les produits frais, donc viande, fromage, produits laitiers, etc. Donc, c'est vraiment essentiel, sinon on perd la maîtrise de la chaîne du froid. Donc, on récupère les clés qu'on a données à votre fournisseur. On a un petit sondage pour savoir si vous faites bien vos contrôles à réception. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Donc, je vous invite à cliquer sur la petite bulle de sondage en bas à droite de votre écran et de répondre. Ça nous donnera un peu d'indication sur comment vous vous situez par rapport au contrôle à réception. Alors, une fois qu'on a réceptionné la marchandise et qu'on ne se l'est pas fait mettre dans les frigos la nuit, parce qu'on a compris, c'était interdit, on doit veiller à la température de stockage. Alors, la question c'est, oui, mais à quelle température est-ce que je dois conserver mes produits ? Alors, vous avez différentes familles de produits. Tout n'est pas identique. La première famille, c'est par exemple tous les produits que vous allez recevoir qui sont emballés, sur lesquels vous avez une information sur l'étiquetage. C'est à la responsabilité du fabricant. Donc, vous devez respecter cette température de conservation. Il faut savoir que le GBPH stipule que pour les préparations maison, c'est 3 degrés maximum. Donc, si vous préparez des sauces vous-même, si vous faites des assemblages, des salades, des nems, etc., même par exemple une salade de légumes dans laquelle il n'y a pas de produits sensibles, ça va être 3 degrés, sûrement c'est une préparation maison. Et toujours notre cas particulier du steak haché et des poissons frais, c'est 2 degrés. Donc, attention, si vous avez qu'une ou 2 enceintes froides en positif et que vous avez du poisson frais et du steak haché, il faut quand même qu'ils soient à 2 degrés. Donc, soit ils sont dans un compartiment de votre chambre froide qui permet de les maintenir à 2 degrés. À droite de votre info sur le type de denrée, il y a des spécialités. Ça va être c'est lié à ce qui est noté dans chaque GBPH. Donc, en fonction du
du type d'établissement dans lequel vous êtes. Si un restaurant, référez-vous au GBPH ou à votre local, vous aurez des informations. Le GB pense de 2 degrés par rapport à la valeur saisonnière est limitée. Faites très attention à ça, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Rebecca, oui, pardon, j'avais une petite question pour Rebecca. Sur quoi faut-il être vigilant ? Il faut être particulièrement vigilant sur les produits qui sont les microbiologiquement les plus instables, c'est-à-dire la viande, le poisson, les œufs cuits également, la viande hachée, le poisson, encore plus particulièrement si c'est du poisson en tartare coupé en petits morceaux, ça augmente considérablement la surface de contact pour les bactéries et c'est vraiment un environnement optimal pour le développement des bactéries. Ces produits-là sont vraiment, ont un environnement optimal pour le développement des bactéries parce que c'est un milieu humide, riche en nutriments, avec un pH neutre qui favorise le développement des microbes. Si on conserve ces produits-là à température ambiante, on a un doublement de la quantité de bactéries toutes les 20 minutes. Donc, ça veut dire si à un instant T, on a 4 bactéries, 20 minutes plus tard, on en a 8, 16, 32. La croissance est exponentielle. Donc, c'est vraiment essentiel de conserver vos produits à la bonne température, entre 0 et 4 degrés. Ça ne va pas stopper le développement des bactéries, mais ça va les freiner, ça va les limiter. Si on conserve les produits à moins 18 degrés, par contre, là, ça va stopper le développement des bactéries sans pour autant les tuer. Donc, ça veut dire au moment de la décongélation, par contre, on aura une reprise du développement bactérien. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de conserver vos produits aux bonnes températures réglementaires évoquées par Gwenaëlle tout à l'heure. Gwen, t'es en mute. Merci, pardon. Donc, comment faire pour le contrôle des températures de stockage ? Donc, on va équiper les enceintes d'un thermomètre étalonné et on va contrôler chaque jour les enceintes froides et relever les températures. Ça, c'est obligatoire. Ne vous fiez pas uniquement à l'affichage digital de votre enceinte froide. Vous devez faire un contrôle contradictoire avec un thermomètre à l'intérieur. Quels éléments vous allez devoir enregistrer ? Le nom de l'enceinte froide, la température relevée, le jour et l'heure du relevé et le nom, les initiales de la personne qui ont fait le relevé, les actions correctives en cas de problème. Du coup, Rebecca, toi, tu conseilles de faire ces relevés à quel moment ? Idéalement, il faut faire ces relevés avant la mise en place pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid pendant la nuit et pouvoir réagir de manière rapide et efficace en cas de perte de maîtrise de la chaîne du froid pendant la nuit. Attention aussi, petit point sur les saladettes. Les saladettes, c'est essentiel pour conserver vos produits à la bonne température pendant le service, mais c'est aussi beaucoup moins fiable qu'une enceinte réfrigérée ou un réfrigérateur. Donc, parce que aussi, il y a beaucoup de variations de température parce que la saladette est ouverte, il y a beaucoup de contaminations croisées possibles entre les différents bacs gastro. Donc, la nuit, pensez à bien vider votre saladette et conserver dans des enceintes réfrigérées plutôt qu'en saladette. Alors, on a eu pas mal de commentaires sur le moment où on peut les faire. En fait, le moment de votre relevé est lié à votre plan de maîtrise sanitaire. Donc, pour certains, ça va être une fois le matin avant le service. Pour d'autres, j'ai vu qu'ils sont en restriction. Votre plan de maîtrise sanitaire pour savoir quand est-ce que vous devez relever. Si vous en avez. Alors, je crois que Gwen a un petit peu frisé. En attendant, si vous voulez... On peut faire ces relevés. Ça va revenir. Vous avez 3 méthodes, soit sur papier, et on va vous fournir ces fiches à la fin.
Soit via une application comme Octopus HACCP, où vous pouvez faire tous vos relevés en un clic. Donc ça, c'est automatique et ça vous permet de le faire. Moi, je vous entends. Hein. Ouais, mais toi, Gwen, c'est très assuré quand tu parles. Peut-être que Rebecca, tu pourrais prendre le relais sur cette slide sur. Oui. Peut-être ça. Donc... Bon, en gros, sur la chaîne du froid, quand vous faites vos relevés de température, si vous constatez qu'il y a un dépassement de la température autorisée, donc du seuil, il y a plusieurs possibilités à réaliser derrière. Donc déjà, c'est contrôler la température du produit pour savoir si ce produit, lui, est à la bonne température. Et du coup, si vous allez pouvoir le stocker dans une autre enceinte réfrigérée qui serait, elle, à la bonne température. Ensuite, sinon, s'il y a un seuil de dépassement, ce qu'il va falloir faire, c'est jeter isoler et jeter immédiatement le produit qui est plus à la bonne température. Et bien sûr, consigner l'action corrective que vous avez réalisée. Parce que les contrôleurs peuvent vous demander cette action corrective que vous avez mis en place. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Rebecca? Non, faut bien penser à prendre la température du produit à cœur pour s'assurer que la température n'est pas conforme. Il ne faut pas forcément se contenter d'un thermomètre laser parce que ça peut arriver que le thermomètre laser soit moins précis qu'un thermomètre à sonde. Donc, quand c'est non conforme, assurez-vous d'utiliser plutôt un thermomètre à sonde. Ça sera beaucoup plus fiable. Impeccable. Alors, il y a des questions en commentaire, notamment par exemple sur la température de conservation des plats chauds. Je vois qu'il demandait si c'est toujours à 63 degrés minimum. Oui. Bonjour à tout le monde. Je suis désolée, je vous coupe un petit peu, mais je reprends du coup le titre de Gwenaëlle qui a eu un problème de connexion. Pour répondre à cette question, du coup, pour les plats chauds, donc en effet, les plats chauds doivent être sauvegardés à 63 degrés. Donc ça, c'est vraiment la température minimale pour les températures des produits chauds. Et puis, donc, il faudra les garder dans tout ce qui est, on va appeler les fours, etc., pour les garder au chaud. Et pour reprendre un peu ce qu'on disait juste avant, ce qu'elle disait Gwen, sur les relevés de température. Donc, la première des choses, ça va être d'enregistrer les noms des enceintes froides, en prenant bien sûr la température selon votre PMS. Donc, ça peut être une fois par jour, pour tout ce qui va être restauration sociale. Excusez-moi. Sinon, ça peut être 2 fois par jour pour la collectivité, donc une fois le matin, une fois l'après-midi. Pour prendre les températures, donc on peut soit les enregistrer sur une feuille papier avec le nom de l'enceinte froide, la température qu'on a prise sur l'enceinte et bien sûr la personne qui a pris ces relevés-là, ou bien sur une application, donc comme l'application Octopus, où on va avoir déjà toutes les enceintes froides qui vont être paramétrées sur votre compte. Il va falloir tout simplement mettre les températures ou sinon des enregistreurs de température connectés, ce qu'on appelle les capteurs, qui vont prendre les températures toutes les 10 minutes et qui vous envoient surtout des alertes en cas d'anomalie. Donc ça peut être par mail ou par SMS. Et donc ça, c'est vraiment la technique qui va être la plus simple, surtout en cas de non-conformité. Donc ça vous enverra directement, ça peut être pendant la nuit, où vous saurez directement s'il y a une rupture de la chaîne du froid sur vos enceintes. Je vois Gwen revenir sur la réunion. Je te laisse continuer. Et pour les actions correctives, donc la première des choses, donc si on voit par exemple sur notre enceinte froide que la température n'est pas bonne, donc on va vérifier la première des choses si elle les aliments qui sont à l'intérieur de cette enceinte-là. Est-ce qu'ils vont être à la bonne température ou pas? S'ils sont encore à la bonne température, la première des choses, ça va être de leur changer d'enceinte. Donc on va les mettre dans une autre enceinte froide qui va être à bonne température. On va les vérifier. Est-ce que cette température, elle va revenir à la normale? Est-ce que le produit est encore bon? Mais si la température dépasse le seuil critique, donc si elle dépasse les 3 degrés par exemple, on va jeter notre produit, donc on ne va plus pouvoir l'utiliser parce qu'il est plus bon, donc il est plus consommable, et on va bien sûr noter notre action corrective suite à cette anomalie de température sur le produit. Et on va passer à la diapositive d'après, donc pour le refroidissement rapide. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le refroidissement rapide, donc c'est quand on passe d'un produit qui va être à 63 degrés, qu'on a déjà cuit, à une température inférieure à 3 degrés, donc pour pouvoir le stocker. Donc on va commencer par une cuisson à 63 degrés. Pour le refroidir, donc on va passer, la meilleure des choses, ça serait de l'utiliser en cellule de refroidissement. Et dès qu'on
qu'on passe la température donc, à moins de 10 degrés, là, on pourra le stocker. Pourquoi il ne faut pas le stocker en enceinte froide? Parce que donc, la prolifération des bactéries va continuer et surtout, on pourra abîmer également nos enceintes froides en mettant un produit donc, qui va être chaud et qui pourra également donc, chauffer le reste des aliments qu'on va avoir en enceinte froide. Et donc, pour noter toutes les informations sur ce refroidissement rapide, il va falloir noter plusieurs informations. Donc, la première des choses, c'est le couple temps-température que l'on va donc faire pendant ce refroidissement. Donc, on est obligé de faire ce refroidissement en 2 heures maximum. Donc, passer d'une température supérieure à 63 degrés à une température inférieure à 10 degrés, il faut que ce soit en maximum de 2 heures et il faut que ce soit bien sûr inférieur à 10 degrés, sinon le refroidissement n'est pas respecté. Et on va noter bien sûr au départ de refroidissement le nom de notre produit qu'on va refroidir, l'heure de départ de ce refroidissement et la température au départ. Par exemple, on a commencé à refroidir notre petit cassoulet, il était à 70 degrés, on a commencé à 14 heures, et on va noter que par exemple, on a fini à 16 heures, donc 2 heures après, et notre produit était à 10 degrés, et après ça, on l'a mis en enceinte froide pour qu'il puisse redescendre à 3 degrés. On vous a mis un petit sondage aussi pour savoir si vous faites vos refroidissements rapides. Et on a une petite question pour Rebecca. Qu'est-ce que tu conseilles pour ces prises de température sur ces refroidissements rapides? Je vous recommande d'utiliser un thermomètre à sonde une fois encore parce que c'est la méthode la plus fiable. Pensez également à bien désinfecter le thermomètre à sonde avant de sonder vos aliments pour éviter le développement des bactéries. Un petit tips opérationnel que je vous préconise également, c'est de mettre un timer de 2 heures max. Comme ça, vous vous assurez qu'on passe de 63 degrés à 10 degrés en 2 heures max. Et sinon, la technique, c'est qu'il va falloir transvaser vos produits dans un bac gastro de plus petite taille pour permettre la descente en température de manière efficace pour qu'on respecte bien la réglementation des 2 heures max. Justement, on va voir un peu les différentes méthodes de refroidissement. Si vous ne m'entendez pas bien, je laisse Najwa présenter. Alors, pour les différentes méthodes, donc bien sûr, on peut utiliser, comme je le disais tout à l'heure, la cellule de refroidissement. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus sûr pour effectuer son refroidissement. Et ces cellules, elles peuvent être aussi équipées de sondes de température connectées pour donc, enregistrer aussi ces informations sur le refroidissement. Donc ça peut être sur la durée, mais aussi sur les températures. Mais il y a aussi d'autres moyens. Donc on peut le faire aussi sur un lit de glaçons, mais aussi sous l'eau courante, mais toujours en respectant bien sûr ce couple temps-température. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne va jamais faire un refroidissement en enceinte froide ou en congélateur. On risque de premièrement endommager notre enceinte froide ou congélateur, mais aussi de réchauffer tous les aliments qui vont être à côté. Donc on va faire une prolifération bactérienne sur les autres aliments. Donc ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux rester sur la cellule de refroidissement. Si vous n'en avez pas, un lit glaçon ou l'eau courante, ça suffit amplement bien sûr, tout en respectant les normes couple temps-température. Et donc, pour les enregistrements du couple temps-température, comme je le disais, donc on peut le faire à l'ancienne, sur du papier, ça, il n'y a pas de problème, tout en notant bien sûr au début donc, le nom de notre produit, l'heure de départ, la température de départ. Après les 2 heures, on va noter aussi donc, la température de fin et l'horaire de fin. Donc ça, c'est la version MEF sur papier. Ce papier-là, donc cette fiche de suivi des descentes de température du refroidissement, vous allez le retrouver en fin de webinaire, vous allez la recevoir par mail. Mais on peut la faire également sur l'application, donc ça peut être sur Octopus ou sur une autre application digitale pour les relevés HACCP. Et sur Octopus, donc vous aurez directement les produits que vous utilisez fréquemment. Vous allez pouvoir noter l'heure de début, l'heure de fin, et les températures début et l'heure de fin pour avoir une traçabilité sur tous les relevés que vous faites, les descentes en température à ce niveau-là. Et comme je le disais, on va avoir aussi des cellules qui peuvent vous coûter un peu plus cher, mais qui auront donc des enregistrements de température automatiquement sur l'enceinte. Donc la cellule de refroidissement directement, elle pourra noter ces informations-là. Et après, on pourra les extraire. Donc ça sera sous forme de clé USB que vous allez pouvoir extraire, recopier sur votre ordinateur et présenter en cas de contrôle d'hygiène. Je pense que là, il va y avoir un petit sondage qui va être publié. Hop. N'hésitez pas à cliquer sur la petite case sondage et on va passer à la suite. Gwenaëlle, est-ce que tu voudrais que je te laisse la parole peut-être? Je vais prendre celle-là. Donc là, comment procéder au moment de la livraison.
Donc, il vaut mieux préparer toutes les commandes à la minute, ne pas trop anticiper, parce que dans ce cas-là, le produit risquerait d'être conservé à température ambiante beaucoup trop longtemps. Donc, évitez de trop anticiper. Normalement, en attendant l'arrivée du livreur, le livreur Deliveroo arrive en moyenne. Donc, en moyenne, ça peut varier en 10 minutes. Donc, un produit conservé à température ambiante pendant 10 minutes, on reste quand même dans la maîtrise du risque sanitaire. Donc là, ces préconisations, ça va être plus pour que vos produits soient optimaux d'un point de vue organoleptique. Donc les préconisations que je vous donne, c'est de s'équiper d'une étagère chauffante, notamment si vous avez des pizzas ou des burgers qui ont tendance à très vite refroidir. Ou alors, si vous vendez des salades, des pokés, des produits à réchauffer également, vous pouvez utiliser un réfrigérateur que vous conservez au niveau du dispatch en attendant la remise au livreur, surtout avec les températures qui vont augmenter aussi. On a tous vécu cette expérience où on a le soda bien froid posé sur ses frites. C'est vraiment pas très agréable. Donc, il n'y a pas de risque sanitaire, c'est juste pas très agréable pour l'expérience client. Donc, essayez aussi d'éviter de mélanger produits froids et produits chauds. Concernant la livraison, il faut donner votre commande uniquement avec des livreurs équipés de sacs isothermes pour permettre à votre produit d'arriver chaud ou froid. Normalement, tous les livreurs Deliveroo sont équipés de sacs isothermes quand ils sont partenaires chez nous. Super. Merci beaucoup, Rebecca. Puis donc, François-Xavier prendra le relais pour cette partie digitale d'Octopus. Bonjour à tous. Alors, vous l'avez tous compris, pour faire les différents enregistrements, il y a la possibilité de le faire sur le papier, donc la méthode un petit peu à l'ancienne, ou le faire directement sur une application mobile. Donc voilà, nous, Octopus, on est l'allié des pros pour garantir la sécurité alimentaire et l'hygiène. Et en gros, Octopus, il va y avoir des intérêts à 2 niveaux pour vous. Au niveau de la direction, ça va permettre de pouvoir contrôler tous les enregistrements à distance, donc s'assurer que les relevés de température sont bien faits au bon moment. Simplifier aussi toutes les procédures, parce que ce qu'on constate, c'est quand même que sur papier, ça paraît toujours un petit peu compliqué et c'est chronophage, donc on peut simplifier tout ça. Et ensuite, d'être beaucoup plus serein en cas de contrôle, parce qu'on aura simplement une tablette à présenter, et il y aura toutes les informations qui vont être dedans. Donc il y aura plus de problème de papier perdu. Et ensuite, au niveau des équipes cuisine, le but, c'est de gagner du temps. En moyenne, on constate chez nos clients qu'ils gagnent entre 30 et 45 minutes par jour. Donc, c'est pas du tout négligeable en termes de gain de temps. C'est du temps qu'on peut affecter à des choses beaucoup plus importantes pour vous en cuisine. Qu'il n'y ait plus de papier aussi, à imprimer, remplir et stocker. Et ça permet aussi une meilleure implication des équipes. Et en gros, les forces d'Octopus, c'est à 2 niveaux. Donc, c'est l'application. Donc, l'application, elle est vraiment super simple d'utilisation. Donc, les équipes l'adoptent facilement parce qu'il y a vraiment très peu de clics. On va vraiment droit au but. Il y a des pictogrammes et des couleurs qui sont explicites pour une bonne compréhension. Donc, même si on ne parle pas très bien français ou si on n'est pas hyper à l'aise avec le digital, c'est pas grave. On peut prendre en main Octopus très facilement. Et ensuite, l'autre avantage, ça va être la flexibilité du matériel. Donc, nous, Octopus, c'est une application qui fonctionne sur tablette, smartphone et ordinateur. Si vous avez déjà du matériel, vous pouvez l'installer sur le vôtre, donc ça évite d'empiler des tablettes supplémentaires. En revanche, si vous n'en avez pas, si vous le souhaitez, on peut vous en vendre ou vous en louer. L'autre avantage, c'est qu'aussi que l'application fonctionne avec et sans connexion Internet. Donc, si vous avez des coupures Wi-Fi ou des zones non couvertes par le Wi-Fi, c'est pas grave. Et ensuite, ce qui est important et aussi très bien avec l'application, c'est que ça permet de guider les équipes. Chose que, par exemple, on ne pourrait pas avoir sur le papier, c'est des notifications 30 minutes avant la fin des relevés de température, que ce soit pour les relevés de température de frigo ou les fins de suivi de refroidissement, par exemple. Vous pouvez aussi consulter les procédures directement dans l'application. Donc nous, par exemple, de base, si vous voulez, on peut vous proposer, on vous met le guide des bonnes pratiques d'hygiène directement dans l'application. Et aussi, vous avez des rapports par mail qui vous sont envoyés soit tous les jours, soit toutes les semaines ou tous les mois. Donc, c'est des rapports d'activité pour savoir où est-ce que vous en êtes dans les différents enregistrements. Et ensuite, ce qui est super important aussi pour vous comme pour nous, c'est le service. Donc, c'est un service qui se fait en 3 étapes. La première étape, ce qu'on va faire avec vous, c'est le paramétrage sur mesure de l'application. Donc là, en gros, il y a 2 écoles. Il y a certains de nos clients qui ont déjà des très bonnes procédures. Donc le but, c'est simplement qu'on reprenne vos procédures et qu'on les applique dans l'application. Donc on va paramétrer vos frigos, vos fournisseurs pour le contrôle de la réception. Si vous avez un plan de nettoyage, on va l'intégrer. Mais si par exemple, imaginons que vous n'avez pas de procédures qui sont en place, on est aussi là pour vous accompagner. Et donc on va pouvoir créer avec vous, si vous voulez, un plan de nettoyage. On va pouvoir vous accompagner sur les types de relevés à mettre en place. Et ensuite, il y a la partie accompagnement.
Donc, une fois qu'on a fait ce paramétrage avec vous, ce qu'on fait, c'est une formation des équipes. Donc, c'est une formation qu'on fait en visioconférence, qui dure en moyenne 1 heure, et c'est une formation pratique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez la tablette entre les mains ou votre smartphone, et on va vous faire plein de petits exercices. C'est vraiment très ludique et très efficace en termes de formation. Et ensuite, ce qu'on va mettre en place aussi, c'est des points de suivi avec vous. Le premier, il est après les 15 premiers jours d'utilisation, parce que généralement, c'est là où vous allez avoir des questions, des petites demandes de changement de paramétrage. Donc, on pourra y répondre à ce moment-là. Et ensuite, on va faire des points ensemble tous les 3 mois, de manière voilà, à échanger, savoir si tout se passe bien, si vous souhaitez qu'on fasse des mises à jour de paramétrage, si vous voulez qu'on réexplique certaines choses. Donc, le but, c'est qu'on reste en contact de manière à ce que vous ayez toujours une application à jour et que vous soyez toujours là pour répondre à vos différentes questions. Et ensuite, toujours là pour vous, donc dans l'application, il y a un chat qui est disponible. Donc on répond en moins de 5 minutes sur les horaires de bureau traditionnels. Donc on est vraiment au taquet. Ce n'est pas des équipes qui sont délocalisées ou des robots qui sont derrière, c'est vraiment vos chefs de projet qui sont là pour vous répondre. Donc c'est un suivi qui est de qualité. Et en plus, vous avez un chef de projet dédié qui va vous accompagner du coup pour le paramétrage et la formation. Et tout ça pour la modique somme de 47 € par mois. Non, du coup, notre abonnement, on va dire standard, est à partir de 47 € par mois. Bien sûr, après, si vous voulez qu'on vous vende du matériel ou qu'on vous en loue, l'abonnement peut un petit peu augmenter. Et l'avantage aussi, c'est que de ce partenariat avec Octopus et de Deliveroo et Octopus, c'est que si vous êtes partenaire de Deliveroo, on vous offre la formation. Donc, ça vous fait économiser 199 € au démarrage. Donc voilà pour la petite présentation. Si vous êtes intéressé par la solution, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et on s'occupera de vous recontacter pour vous présenter bien sûr tout ça plus dans le détail. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Dans tous les cas, je vous offre quand même des cadeaux. Donc, on va vous envoyer toutes ces fiches pratiques, le guide et des fiches de relevé qui vont vous permettre de faire vos relevés HACCP sur papier. Et évidemment, si vous n'avez plus trop envie de le faire sur papier, on sera ravis de vous accueillir chez Octopus. Mais au moins, on vous offre le papier. Et Louis va vous présenter les offres Deliveroo et pourquoi en fait ce serait chouette de les rejoindre aussi pour votre saison. Merci Gwenaël, c'était top, hyper enrichissant et intéressant d'avoir participé à cette formation. Aujourd'hui, Deliveroo, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place un partenariat avec Octopus? C'est parce qu'on est vraiment garant de l'excellence opérationnelle de nos partenaires et que ça passe avant tout par le respect de ces normes d'hygiène. Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires restaurateurs, mais aussi avec l'ensemble des métiers de bouche. C'est hyper intéressant pour nous d'avoir une forme de valeur ajoutée, que ce soit par la possibilité de se faire livrer ses petits plats préférés à la maison, mais aussi ses courses, ou alors, si on n'a pas le temps d'aller chez son boucher, chez son poissonnier ou chez son traiteur, on a la possibilité aujourd'hui avec Deliveroo de se faire livrer toute une panelle de pépites et de partenaires de quartier qui vous accompagnent tous les jours. Aujourd'hui, on a plus de 26 000 établissements avec 22 000 partenaires livreurs. La notion de partenariat est très intéressante et très importante pour Deliveroo. Aujourd'hui, nos restaurateurs, ce n'est pas des clients, nos livreurs, ce n'est pas simplement une prestation de service, c'est des partenaires avant tout. Aujourd'hui, on vous permet, à vous, restaurateurs ou commerce de bouche, d'avoir accès à la visibilité et à l'ensemble de nos clients Deliveroo sur une plateforme qui est relativement facile d'utilisation pour vous, partenaires restaurateurs, en termes de gestion au quotidien, en termes de gestion de rupture, en termes de tout ça. Aujourd'hui, Deliveroo, c'est aussi des cuisines éditions. Merci Rebecca d'avoir été avec nous aujourd'hui. Des cuisines éditions qui intègrent, si vous voulez, des partenaires qui souhaitent développer et étendre leur zone de livraison. On a aussi la plateforme classique et qui rassemble l'ensemble de nos partenaires à l'échelle nationale, que vous soyez à Paris ou dans des plus petites villes en France. Et aujourd'hui, on serait ravis de compter et de vous compter parmi nous, ceux qui ne sont pas actuellement sur notre plateforme. Donc, si vous souhaitez échanger avec nous, on le fera avec grand plaisir et on sera ravis de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de vos activités respectives pour vous compter parmi nos partenaires Deliveroo. Super, merci Louis. Alors, vous avez un petit sondage et on va répondre à vos questions. Alors, vous les mettez dans le chat ?
Et puis, on y répond sur un peu le début. Donc, il y a eu des quand il n'a pas de sac isotherme. Sur le sac isotherme, oui, il vaut mieux refuser le livreur et le prévenir la prochaine fois que vous donnez votre commande à condition qu'il ait un sac isotherme. C'est exactement ce qu'on fait aussi à Édition. On ne donne pas une commande sans sac isotherme pour éviter qu'ils n'arrivent pas à la bonne température, qu'on ait des plaintes clients derrière. Vaut mieux éviter. Super. On a eu une autre question. Alors là, celle-là est passée plusieurs fois. C'était avec quoi désinfecter une sonde? En fait, il y a plein de solutions. Rebecca, tu m'en as écrit une tout à l'heure, qui est la plus facile, plus pratique, c'est les lingettes désinfectantes. Après, il y a aussi des restaurants qui ont des sprays désinfectants, nettoyants désinfectants, et du coup, avec du sopalin, un coup de spray, on nettoie la sonde, et voilà. Et surtout pas avec un torchon, évidemment, donc avec du jetable, histoire que ce soit désinfecté. C'est ça, jetable. On a une autre question qui était: un plat maison peut être resservi jusqu'à combien de jours en ayant maîtrisé la chaîne du froid? Alors ça, je vais peut-être l'apprendre. En fait, quand vous faites du fait maison, ça c'est plus une question de DLC secondaire. Vous avez deux options. Soit vous faites des analyses microbiologiques et dans ce cas-là, le laboratoire va vous dire quelle est la durée de vie de votre produit. Ça, c'est assez rare et en général, vous faites plus quand vous faites du sous-vide ou sur des grosses prods. Soit vous n'en faites pas et la réglementation ne vous dit qu'une chose, c'est 3 jours maximum pour la conservation d'un produit fait maison. Vous n'avez pas le droit de conserver un produit plus de 3 jours, sauf qu'il y a des cas particuliers. C'est-à-dire que quand vous faites un plat fait maison, s'il y a déjà des produits transformés qui ont déjà eu une durée de vie de 3 jours qui est déjà entamée, par exemple, vous faites des nems et vos crevettes, il leur reste une journée de durée de vie, vos nems, leur durée de vie, c'est une journée. Donc, en fait, ça va être aussi, c'est 3 jours max, en respectant la durée de vie du produit le plus court ou du produit le plus sensible. Si on est sur de la viande hachée, c'est 1 jour. Ce genre de choses. Donc, c'est 3 jours max. On n'a pas le droit d'aller au-delà si on ne fait pas d'analyse. Et en général, ça peut être, s'il y a des ovoproduits, genre de la mayonnaise fait maison, c'est jour J. On ne la garde pas le lendemain. J'espère que ça a répondu à votre question. C'était une question de Marilyn. Alors, il y a une question de Mario qui est intéressante, ce qui dit: pensez-vous réellement que les consommateurs particuliers vont contrôler les températures à la livraison auprès des livreurs? Alors, en fait, non, évidemment, ils ne vont pas le faire, c'est sûr. Et la réglementation n'impose pas un contrôle à réception pour un particulier, elle l'impose pour un professionnel. Donc ça, ce n'est pas le cadre de cette formation aujourd'hui. Ils ne vont pas le faire, par contre, si leurs burgers ou leurs frites sont froides, par contre, ils ne vont pas être contents. Ça, c'est sûr. Une question de Tongli qui nous dit: est-ce que nous pouvons stocker les cartons de marchandises dans le congélateur et frigo positive? Rebecca, est-ce que tu as un avis sur les cartons qui rentrent dans les congélateurs et les frigos? Je ne recommande vraiment pas de conserver les cartons. Franchement, les entrepôts, ça sont pas propres. Il peut y avoir des souris qui courent sur vos cartons. Il peut y avoir les produits. On a des produits qui font des cartons qui font le tour du monde. On a des produits qui viennent d'Asie, de Chine, de Thaïlande. Donc, clairement, si vous voulez directement les mettre dans vos frigos, c'est vraiment pas recommandé. C'est pas lié à la température, c'est lié à la décontamination. En fait, vous n'avez le droit de mettre dans vos enceintes froides que des produits qui sont décontaminés, donc déconditionnés s'ils sont en carton. Donc ça, c'est important. Ensuite, Johan nous demandait: peut-on surgeler de la viande fraîche? Alors, la réponse est oui et non. Si vous avez un plan de maîtrise sanitaire qui vous autorise à le faire, oui. Si vous le faites dans des bonnes conditions de surgélation, c'est-à-dire c'est pas la même chose de surgeler une pièce de viande qui fait 200 grammes d'un morceau de viande qui fait 12 kilos, parce qu'en fait, là, j'ai sauté. Est-ce que vous êtes capable d'identifier la plan de maîtrise sanitaire? Francis nous dit: quid des glaces? Est-ce que vous assurez la livraison? Je ne suis pas trop sûre de comprendre la question. C'est est-ce que Deliveroo peut livrer des glaces, je pense. Ça dépend sur quelle distance et pour pas qu'elles fondent. Non,
on en livre. Vous en livrez. Ouais. Ok. Une autre question de Souliman qui nous dit quelles sont les méthodes de décongélation plus efficaces à éviter? Alors, à éviter, c'est au coin du fourneau. Ça, c'est clair. Donc, la décongélation, le processus de décongélation, vous ne devez pas passer au-delà de la température de conservation en température positive maximum. Donc, vous ne devez pas dépasser les 3 degrés à aucun moment sur votre pièce que vous décongelez. Donc, en fait, la décongélation, tout dépend de… Si vous décongelez une pièce qui fait 15 kg, le temps de décongélation sera très long. Si vous décongelez des petits pains qui font 40 grammes, ce sera très rapide. Donc, c'est toujours pareil. Référez-vous à votre plan de maîtrise sanitaire. Si vous n'avez pas de plan de maîtrise sanitaire, sachez que c'est obligatoire, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas quand même. Mieux vaut décongeler au frigo. Ça vous évite d'avoir des risques et il ne faut pas décongeler en plus de 2 jours. Voilà, j'espère qu'on a répondu à cette question. Ensuite, oui, il y a beaucoup de questions. Donc, la question d'Enrique sur les livreurs sans sac, savent-ils qu'ils devraient l'avoir? Je pense que oui. C'est pour Deliveroo. Oui, on les équipe au début du partenariat. Ok. Une autre question d'Oussama qui nous dit est-ce que cela pose problème si nous utilisons un frigo qui, à force d'ouvrir et de fermer ses portes pendant le service, à température passe à plus de 4 degrés, puis à la fin du service redescend en dessous de 4 degrés? Donc, Oussama, je vais laisser Najwa répondre à ça parce que c'est des questions que les clients lui posent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait pendant le service? Parce qu'évidemment, ça chauffe, c'est sûr. Alors, si on ne l'entend pas, je réponds à sa place. Non, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. Alors, donc la question, c'est est-ce que ça pose problème si nous utilisons un frigo qui, à force d'ouvrir et fermer les portes pendant le service, de la température passe à plus 4 degrés, puis à la fin du service, redescend enfin en dessous de 4 degrés. Donc, c'est vrai que les variations de température comme ça peut être normal pendant la mise en place. Quand vous faites, donc vous sortez les produits, vous ouvrez les enceintes froides, etc. Donc, c'est normal qu'on ait une sorte de variation de température. Le plus important, ça va être de contrôler la température à l'intérieur de l'enceinte froide et de vérifier vraiment vos produits. Est-ce que vraiment ils descendent en dessous est-ce qu'ils vont remonter en dessous, surtout au-dessus de 4 degrés ou pas? Donc ça, c'est vraiment le plus important à vérifier. Et au cas où, normalement, ça ne devrait pas, parce que vous refermez quand même. Donc ça devrait avoir une température assez constante à l'intérieur, mais le plus important, c'est toujours de vérifier la température des aliments à l'intérieur. Parce que même si on voit sur les frigos, on peut avoir sur notre petit afficheur de l'enceinte froide, on peut avoir une certaine température qui n'est pas forcément équivalente à la température qu'on aura sur le thermomètre à l'intérieur de l'enceinte froide. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, bien sûr, que ce soit le thermomètre, mais aussi les aliments à l'intérieur. Mais en temps normal, ce que nous, on préconise, donc ça va être surtout, en fait, quand vous faites votre mise en place, sortez tous les éléments que vous allez utiliser pendant l'heure qui arrive, histoire de ne pas l'ouvrir donc plusieurs fois pour ne pas faire ces variations de température. Et dès que vous avez sorti tous vos aliments, donc là, vous les fermez et vous allez le rouvrir que quelques fois après. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rebecca, mais si tu as quelque chose à ajouter, peut-être? Non, ça va, c'est très bien. Je suis d'accord. Et vérifiez surtout la fermeture des portes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui flingue vos enceintes froides? Une chambre froide qui lâche le 10 août, c'est souvent parce qu'en fait, la porte n'a pas été fermée pendant la mise en place. Donc, le moins vous les ouvrez, le moins il y a de risque que la porte ne soit pas fermée. Et le moins vous avez de risque d'avoir une chambre froide qui lâche en plein mois d'août, sans réparateur, et que ce soit un peu la galère pour les services. On a une autre question d'Enrique qui nous dit combien de temps dure un produit congelé après sa date d'utilisation? Donc, je pense que c'était surtout sa date de décongélation. Parce que s'il est consommé, on n'a plus de problème de date. Donc, en fait, ça dépend des produits. Une crevette ne va pas se comporter de la même manière que du pain, par exemple. Donc, ce qu'on appelle les DLC secondaires, les dates de conservation secondaires après décongélation, dans tous les cas, ce ne sera pas plus de 3 jours. Et en fonction des produits, soit ce sera marqué dessus, soit c'est à vous de les définir en fonction du type de produit. Tous les produits ne sont pas égaux sur ces dates. Mais en général, le plus court, c'est le mieux. Et on a une question de Rachid qui nous dit les sauces maison peuvent être gardées combien de temps dans des seaux fermés en chambre positive? Et on revient toujours sur le même sujet. 3 jours maximum en l'absence d'analyse microbiologique. Si vous voulez les garder plus, il faut que vous fassiez faire des analyses de laboratoire. Et si c'est des sauces sur lesquelles il y a des œufs crus, ça va plutôt être jour J ou un jour maximum. Ça dépend de vos sauces. Une sauce à base de légumes, une sauce poivron, n'aura pas du tout le même comportement qu'une béarnaise, n'aura pas du tout le même comportement qu'une sauce avec des petits morceaux de crevettes.
J'espère que ça a répondu à votre question. Alors, attendez, il y a plein de questions. Alors, on a une question de Mohamed. Ah, pardon, on m'en rajoute, donc du coup, ça saute. Pour l'été, c'est quoi la meilleure température pour tous les frigos à ne pas dépasser l'utilisation des sauces en plein service? En fait, ça dépend. La température du frigo, ça dépend de ce que vous avez dans votre frigo. Si c'est un frigo qui conserve que des steaks hachés, c'est 2 degrés. Qu'on soit au mois d'août, par 30 degrés dehors, ou qu'on soit en plein hiver. Si c'est des préparations maison, c'est 3 degrés. Si ça va être des fruits et légumes, ça peut monter plus. Je crois que c'est 6 ou 7 degrés la réglementation. Donc en fait, ça dépend de vos ingrédients. Est-ce qu'on doit équiper les congélateurs avec des thermomètres? Rebecca, la bonne réponse est Oui. oui. Toutes les enceintes froides, chambre froide, congélateur, les timbres, les saladettes, thermomètre pour vérifier contrôle contradictoire. Parce que des fois, l'affichage numérique n'est pas fiable. On peut avoir des fois un chiffre à 8 degrés sur le display. Et quand on regarde vraiment le thermomètre dedans, on est conforme. Ça m'arrive très souvent. Ouais. Alors, on a d'autres questions. Donc, Dimitri nous dit, peut-on maintenir l'aliment en refroidissement hors chambre froide tant qu'il reste à 10 degrés? Non. En fait, la réglementation donne pas beaucoup d'infos là-dessus, mais elle dit, en fait, ça doit descendre à 10 degrés et après, c'est maintien en stockage à 3 degrés. Donc, en fait, ça reste pas à 10 degrés. Vous le prenez, vous le mettez en enceinte froide à 3 degrés. Et la réglementation ne dit pas en combien de temps il doit passer de 10 à 3, mais c'est ça. En fait, vous ne pouvez pas le maintenir à 10 degrés. C'est pas fait pour. En cas de prolongé, comment savoir que la température de la chambre froide n'a pas dépassé la limite autorisée? Allez, Najwa, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on fait le week-end ou le dimanche ou le lundi quand on est fermé? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'était sur la partie des enceintes froides. La meilleure des choses pour être sûr que nos enceintes froides vont être à bonne température pendant les week-ends, quand on est fermé, pendant la nuit, c'est de les équiper de thermomètres. Donc, c'est des capteurs de température connectés qui vont prendre les températures toutes les 10 minutes et qui peuvent vous avertir en cas de non-conformité sur les températures. Donc là, vous recevez soit un SMS, soit un email qui vous dit, voilà, la température est descendue pendant une durée de 1 heure, 2 heures. Et là, vous allez pouvoir donc réagir très rapidement pour remettre la température. Ça peut être une coupure d'électricité, ça peut être s'il y a un problème technique sur l'enceinte froide ou sur le congélateur, etc. Mais ça vous permet de réagir très rapidement. Mais sinon, il y a des méthodes un peu plus traditionnelles où on peut essayer de mettre un verre avec je sais pas, il y en a qui mettent de l'eau, qui mettent au congélateur, ils mettent une pièce dessus. Si la pièce fond et descend au fond du verre, c'est que voilà, donc ça t'est décongelé pendant la nuit et on sait qu'il y a eu une coupure, il y a eu un problème de température pendant la nuit. Après, le plus sûr, bien sûr, ça va être les capteurs de température connectés. Et en fait, si vos enceintes froides sont vides, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Oui. Par contre, s'il y a de la marchandise, en fait, vous êtes garant du fait de garantir la température pendant toute cette durée de vie. Et ça, c'est important, faites gaffe aux fermetures d'été. Les congélateurs qui lâchent et qui repartent, vous ne saurez jamais si vous n'avez pas mis de procédé pour savoir ce qui s'est passé. On a une question remise en temp. Donc, les remontées. Alors, attendez, elle vient de partir. Steven, arrête de mettre des questions, j'y arrive plus. Alors, un plat préparé et ensuite passé en surgélation pour être servi par la suite comme plat chaud, peut-on utiliser directement le four au moment du service? C'est une question de Steve. Est-ce que Rebecca ou Najwa voulaient répondre? Sinon, je le fais. Vas-y, je te laisse la main. Alors, en fait, la remontée en température, c'est passer de la température de stockage à 63 degrés en moins d'1 heure. C'est la réglementation. La température de stockage, en général, c'est 3 degrés. Ça peut être moins. Donc, en fait, si vous êtes sur un produit qui est congelé, ça dépend de la volumétrie de votre plat. En fait, le décompte va commencer à partir des 3 degrés. Donc, ce n'est pas évident, parce qu'évidemment, vous n'allez pas mettre la sonde en plein milieu de la cuisson, etc. Si la remise en température, c'est par exemple des croque-monsieur, c'est très rapide, vous savez que vous êtes en moins d'1 heure, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon, vous pouvez utiliser le four directement. Si c'est des produits plus volumineux, en fait, la seule chose qui compte, ce n'est pas comment vous le réchauffez, c'est combien de temps votre produit va mettre pour passer environ 3 degrés à 63 degrés. Et ça doit être 1 heure max. Donc tout le temps qui est entre moins 20 et 3 degrés ne décompte pas comme quelque chose de problématique. Donc, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ensuite, encore une question, Lyon. Badreddin nous dit, est-ce que l'étalonnage des frigos est nécessaire
Alors, ce n'est pas vraiment les frigos qu'on étalonne, c'est les thermomètres. Rebecca, Najwa, si vous voulez intervenir sur cette question. Le côté obligatoire de l'étalonnage. Ou alors je le fais, donc oui, en fait, vous devez étalonner vos thermomètres en fonction de votre PMS. Ça peut être une fois par an ou plus, ça dépend des thermomètres. Mais vous devez les étalonner, parce que si vous faites un contrôle avec un thermomètre qui n'est pas étalonné et qu'en fait la température n'est pas bonne, vous ne le saurez jamais. Marjana, donc si vous voulez des références de capteurs numériques, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous contacter après la formation et on vous expliquera comment ça marche, combien ça coûte, etc. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Merci Steven pour ce travail de filtre. Désolée pour les interruptions de son du début, mais en replay, vous pourrez re-regarder le replay, le son sera bon, je pense. Sinon, on sera à votre écoute pour toute question s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Vous allez recevoir un email donc avec le replay et à télécharger. Si vous avez des questions sur Deliveroo, l'équipe sera ravie de vous répondre. Nous, vous aurez quelqu'un de chez Octopus qui vous appellera pour savoir comment ça s'est passé si vous avez d'autres questions. Et puis, on sera ravis de vous accueillir chez nous si vous voulez gagner un peu de temps sur vos relevés HSCP. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je suis ravie de vous avoir vu si nombreux et d'avoir vu autant de questions dans le chat. On espère que ça vous a été utile. Et puis, on fait des formations. On va reprendre les formations comme ça à partir de septembre. Donc, vérifiez vos boîtes mail. On vous invitera avec grand plaisir sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.